Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais poursuivre avec toi avec le rôle que peut-être peut avoir Sporabol ou les centres d'artistes. Moi, en tant qu'universitaire, je vois les centres d'artistes comme des compléments absolument nécessaires à l'enseignement des arts. Une ville comme Sherbrooke qui possède deux universités, je pense qu'il y a besoin de centres comme Sporabol pour que les étudiants puissent comprendre comment on peut ancrer les apprentissages dans une vie publique, comme la culture peut contribuer aussi à l'économie sociale, parce que bien que ce que Sporabol donne à la population ne se calcule pas monétairement, je veux dire, les transmissions d'informations, de connaissances sont extrêmement importantes. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience que l'écologie universitaire doit être en relation avec une écologie forte dans une ville comme Sherbrooke ou comme Montréal ou Québec, c'est fondamental. Donc, parce que moi, mon enseignement ne serait pas aussi riche si je n'avais pas 30 centres d'artistes à Montréal. Donc, j'ai des chercheurs, j'ai 30 centres de recherche qui entourent mon université. C'est vraiment important. Donc, je vais commencer par une anecdote qui m'a troublé. L'année passée, quand j'ai présenté Tourmente pour la première fois, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande. On m'avait invité à présenter Tourmente dans le cadre d'un masterclass que j'avais à faire avec l'Université de Auckland, l'Université technologique de Auckland, qui est pas une université d'ingénieur, mais une université plus technique, où on enseigne l'art, entre autres, parce que souvent l'art est enseigné dans les universités ou même dans certaines polytechniques. C'est vu comme une technique. Et on m'avait fait visiter le laboratoire de réalité virtuelle qui était spécial parce qu'il utilisait l'Oculus Rift, mais en association avec un système de capture de mouvement pour le rendre plus efficace. L'image qu'on voyait n'était pas meilleure que dans les autres Oculus Rift, mais la qualité, la synchronisation était tellement meilleure que l'effet de présence dans l'environnement artificiel était plus fort, au point où on nous plaçait au centre d'un petit bateau dans la mer, et puis on nous demandait « essaie de sortir du bateau ». Et c'était impossible. Mon corps refusait. Je savais que devant moi, il n'y avait rien, peut-être des fils électriques qui traînaient, là, mais il n'y avait rien qui pouvait. Mais mon corps refusait de sortir du bateau. Même si je me disais, je vais sortir, j'avais la même peur ou la même résistance que si j'étais sur un bateau. Et d'ailleurs, ils peuvent induire des effets de mal de mer sans faire bouger le corps. C'est assez étonnant. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est puissant, ça m'enlève ma liberté d'action. On pourrait me contrôler, on pourrait contrôler mon corps juste avec des images. Je me dis, bon, ça m'a quand même frappé. Et ça me rappelait aussi que ça fait longtemps que les informaticiens, les ingénieurs en informatique s'intéressent au corps en relation avec la technologie. Je pense même aux années 70, Myron Kruger, qui est un ingénieur en informatique, qui avait développé un système qu'il appelait lui-même réalité artificielle, avec des programmes interactifs comme VideoPlace ou GoFlow, et qui disait, bon, on a un problème, c'est qu'on a mis une interface de dactylo sur les ordinateurs, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire avec un ordinateur, une dactylo à l'époque, même une souris. Et puis, il s'est dit, bien, pourquoi pas aborder le corps carrément, et que les mouvements naturels du corps pourraient être lus comme la même chose que si on tape un A ou un B, et on essaie de trouver ça. Donc, c'est quelqu'un qui voulait désencombrer l'informatique, désencombrer Puis aujourd'hui, on le voit bien, je veux dire, nos claviers, nos souris, nos écrans ont des impacts sur notre santé importants. Nos dos sont abîmés par les iPads. Il y a même des traumatismes reliés au iPad, d'autres traumatismes reliés à la souris, d'autres au clavier. Donc, notre corps est agressé par nos interfaces informatiques. Donc, c'était pas si fou que ça, la vision de Myron Kruger à l'époque. Dans les années 80, c'est l'émergence d'un autre paradigme qui est l'ubiquitous computing, qui était, disons, développé par Mark Weiser du Palo Alto Xerox Center, et qui, lui, cherchait une technologie calme. Il était complètement contre la réalité virtuelle. Il dit, il ne faut pas mettre le corps dans la réalité virtuelle, il faut mettre l'informatique dans le monde concret. C'est-à-dire, on ne doit pas penser à la technologie, elle doit être présente et apparaître comme un objet. C'est-à-dire, un exemple,
On ne devrait pas regarder sur Internet la température. On devrait avoir un parapluie qui nous dit si on a besoin de lui. Donc, quand on sort de notre maison, on regarde notre parapluie, et si notre parapluie nous envoie un signal lumineux, ça veut dire, bien, prends-moi. On ne devrait pas aller voir s'il va pleuvoir ou non. Donc, pour lui, les interfaces devaient être invisibles. On ne devait pas avoir la conscience des ordinateurs. L'informatique, ce n'est pas des ordinateurs, c'est du partage d'informations. Dans les années 2000, il y a Hiroshi Ishii qui a développé un laboratoire au MIT qui s'appelle le Tangible Media Lab et qui, lui, essaie de voir les relations entre les bits et les atomes. Comment faire qu'on puisse coordonner des informations avec la matière et faire que l'informatique soit tangible, parce que c'est quand même un domaine intangible. D'ailleurs, avec la systémique, on a remodelé les éléments fondamentaux. On ne parle plus d'eau, de feu, de bois, comme les Chinois, par exemple, d'eau et d'air. On parle d'information, de matière et d'énergie. Donc, comment on arrive aujourd'hui à ce que la matière puisse être croisée avec l'énergie et l'information? Donc, il réfléchit juste à des moyens de rendre de plus en plus tangibles les matérialités de l'information. On connaît, bon, dans la même époque, il y a un artiste qui a intégré un peu tout ça, qui s'appelle David Rockaby, qui est un artiste de Toronto qui, par lui-même, a bidouillé un système qui s'appelle Very Nervous System, qui est une caméra qui est aujourd'hui l'équivalent de la Kinect. Aujourd'hui, je veux dire, 30 ans plus tard, on a obtenu la Kinect, qui fait à peu près la même chose de manière beaucoup plus précise. Mais David Rockaby a lui-même créé son système et il voulait justement laisser le corps libre et permettre de faire de la musique sans toucher à aucun instrument, simplement en dansant. Donc, c'est un autre rapport au corps. Et donc, au début des années 2000, quand j'ai commencé ma carrière de prof, j'ai tout de suite travaillé avec les news de l'Université Concordia. Puis on s'est posé la question, ce serait quoi en art médiatique l'enjeu majeur auquel on devrait aborder. On s'est dit, mais le problème, encore une fois, on se dit, mais c'est plate de voir de l'art avec un clavier et une souris. C'est une activité normale. La poésie ne sera pas, tu sais, je veux dire, il faut qu'elle soit ailleurs. Il faut pas prendre pour acquis que c'est un canal si intéressant que ça. Il faut mettre plus de sensualité. Puis on s'est donné le défi de dire, bon, on va faire de l'art en évitant le clavier, la souris et Internet, ou le web particulièrement, et pour faire des installations où on pourrait intégrer des interfaces corporelles et où on pourrait justement utiliser le biofeedback, la respiration, la marche, le toucher, pour voir si on pouvait entrer en contact avec des contenus médiatiques et que ce contact-là, cet interfaçage-là soit intéressant. Et donc, on est parti d'un principe inverse, qui est l'interstice et non pas l'interface. L'interstice, c'est l'espace le trou qu'il y a entre mon corps et l'information. Et pas nécessairement la machine, parce qu'on parle tout le temps de corps-machine, mais la machine, c'est juste un intermédiaire. En fait, le vrai enjeu, c'est l'humain face à l'information, face à son environnement. La machine et l'information étant que des sous-interfaces vers l'environnement. Donc, on s'est dit, bon, il faut trouver des interstices pour faire des interfaces. L'interface n'est pas par lui-même. Il comble un interstice, un décalage, et puis l'interface va pouvoir combler ce manque qui est l'interstice. Donc, il y a un jeu de forme contre forme. Donc, ça m'a amené à réfléchir comment rentrer en contact avec l'art, avoir un rapport. J'avais commencé, avant d'être professeur, à travailler avec le toucher. Il y avait les écrans tactiles qui étaient présents, mais très peu utilisés. Puis c'est encore très peu utilisé, même en art. Les œuvres, on utilise très peu par rapport à l'omniprésence des iPads. Aujourd'hui, il y a très peu d'œuvres d'art qui mettent l'emphase sur le toucher. Pas le toucher, dire je manipule un bouton ou je clique sur un lien, mais le toucher comme discours, la caresse comme lecture. C'est encore peu développé. Et c'est assez étonnant parce que c'est très facile maintenant. On a tous accès à des écrans tactiles. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, ce qui m'intéressait, je me disais, oui, c'est beau. Actuellement, j'avais vu la main se promener sur des caisses enregistreuses dans les restaurants. Je me dis, mais mon Dieu, on pourrait faire tellement autre chose que de faire des caisses enregistreuses avec ces images-là, ces interfaces-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel genre d'œuvre d'art serait intéressante à toucher? Et puis l'idée, c'était un autre corps. Donc, une autre peau. Et cette peau-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un portrait où on ne voit pas le visage du personnage, on voit ce que sa peau, son corps, et on voit son corps marqué par des scarifications.
mais des scarifications qui sont pas seulement des points ou des lignes, mais des mots. Des mots qui, lorsqu'on les caresse, se transforment, un peu comme la chair de poule transforme notre peau. Donc, en voyant des scarifications dans le projet Zone Franche, les gens touchaient à un mot et le mot disparaissait, réapparaissait sous une autre forme, avec une voix qui venait commenter la transformation. Donc, tranquillement, on rentrait dans l'esprit du personnage. Donc, c'est un portrait plus verbal que visuel, finalement. Le corps étant comme une cartographie de sa mémoire. Et on pouvait se déplacer et voir que les choses évoluaient tranquillement. Et ça m'a amené aussi à découvrir que le corps du spectateur avait un rôle à jouer maintenant dans l'œuvre, parce que les gens avaient une pudeur de visiter ou de lire l'œuvre en public. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, c'est quand il n'y a pas beaucoup de public, parce que je ne veux pas venir quand il y a du public, parce que je veux être dans l'œuvre. Je ne veux pas être que les gens me regardent en train de manipuler l'œuvre. Il y a une pudeur, parce que le corps, par contact explicite avec l'œuvre, on devient une lecture privilégiée. Puis, je veux dire, le NT2 le fait très bien. Aujourd'hui, le NT2 documente les navigations. Donc, il y a des navigations meilleures que d'autres. Donc, le lecteur peut mettre en forme une œuvre, puis il peut avoir des lecteurs virtuoses, comme il pourrait avoir des lecteurs ennuyants. Et ça explique l'intérêt de la compréhension que les gens avaient. Dire, je vais être le sujet de l'œuvre, ça va être le sujet à l'œuvre. Donc, ce que je vais faire va participer à la lecture des autres gens qui me regardent par-dessus mon épaule, voir ce que je fais. Donc, cette pudeur-là amène la pudeur du corps du spectateur. Ça m'a vraiment intéressé. Et quand j'ai représenté l'œuvre, j'ai pris des situations de mise en espace où le spectateur pouvait s'isoler, c'est-à-dire s'isoler de la conscience des autres spectateurs. Donc, je demandais quelque chose que personne ne demande normalement, c'est mettez l'œuvre dans un coin, plutôt que sur un mur. Donc, on installait l'œuvre dans un coin pour que les gens ne puissent pas voir qui les regardait, pour leur laisser une forme de liberté, en mettant un casque d'écoute aussi. Donc, ça les isolait encore plus. Et là, ça diminuait la pudeur corporelle de toucher l'œuvre. J'ai fait plusieurs œuvres avec le toucher. Je me disais, bon, en art, c'est un tabou de toucher les œuvres d'art. D'ailleurs, tellement un tabou qu'il faut vraiment leur expliquer qu'un texte, qu'il faut vraiment toucher l'œuvre, parce que les gens, avec Zone Franche aussi, une autre anecdote, il y a un commissaire qui dit, bien, de vidéo qui était venu voir, il dit, mais c'est bien plate, cette œuvre-là, c'est juste comme 3 images qui roulent en boucle, mais il fallait toucher pour que je passe à l'autre étape. Mais il n'était tellement pas habitué à comprendre qu'on pouvait toucher l'œuvre, même il n'avait même pas lu le cartel. Donc, à un moment donné, il fallait le marquer tellement en grand, puis même intégrer dans le programme, d'inciter les gens à toucher, parce que c'était pas normal. Aujourd'hui, je veux dire, c'est devenu trivial. Et j'ai continué, j'ai fait un miroir interactif qui s'appelle Les errances de l'écho, où justement, on écoute des voix qui nous répondent, où on se caresse nous-mêmes dans un miroir, et puis on entend des gens qui nous parlent, qui parlent justement de cette mise en abîme de soi à travers nos réflexions personnelles, les moments qu'on passe devant le miroir à se parler à nous-mêmes. Et là, au lieu de s'entendre nous-mêmes, on entend quelqu'un d'autre. Donc, il y avait quelque chose de schizophrénique dans cette expérience-là. Je l'ai présenté d'ailleurs ici, à l'époque d'Horace, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années. Vous m'arrêtez, hein, parce que moi, mon format, c'est 3 heures. Donc, et puis, bon, et lorsque, en 2006, quand on a développé pour ce miroir-là une interface multitouch, parce que j'ai travaillé fort pour trouver des compagnies qui faisaient des écrans tactiles en leur demandant, seriez-vous d'accord de démarrer un projet de recherche sur le multitouch? Tout le monde me disait, pourquoi ça ne sert à rien? Okay? Il n'y a pas de marché, puis les gens ne pouvaient pas, même si c'était des manufacturiers d'écrans tactiles, ils ne pouvaient pas. J'ai découvert un autodidacte qui disait, ah oui, moi je veux faire des jeux, je veux faire un jeu de Monopoly tactile, virtuel. Je veux partir ça, je veux développer une table interactive, mais si tu veux, je vais développer avec toi gratuitement ton miroir, puis moi, je vais pouvoir développer la technologie équivalente pour gérer un modèle à montrer à mes futurs clients. Et ces futurs clients, c'était le Cirque du Soleil. Et c'est grâce à ce projet-là qu'ils ont réussi à faire la scène interactive de cas, le plus grand écran tactile au monde. Et là, après ça, nous, on a eu, avec l'argent du Cirque du Soleil, on a réussi à finir le projet pour raffiner le projet, parce que finalement, c'est la technologie qui a été financée par le Cirque du Soleil qui nous a permis de terminer le projet. Donc, encore une fois, c'est un écran pour le corps, mais un écran de 25 pieds par 50 pieds, où on devait détecter la position des pieds, les contacts des acrobates sur la scène, tout ça.
Donc, c'est un écran tactile immense. On a fait par la suite, on a transformé l'escalier de la grande bibliothèque pour en faire un escalier sensible au pas des spectateurs, où les types de livres allaient trouver leur lecteur, plutôt le contraire. Et c'est une expérience. Et ce que j'avais découvert à ce moment-là, c'est que le meilleur public, c'était les gens qui travaillaient là. Les gens venaient prendre leur pause au-dessus de l'escalier pour voir comment les gens allaient réagir. C'était comme s'ils allaient regarder le paysage ou la rivière couler. Donc, dans leur quotidien, cette œuvre-là était, pour eux, c'était une œuvre qui donnait des choses différentes à chaque jour selon les spectateurs. Donc, ça, c'était intéressant d'avoir des œuvres qui, justement, ne se laissent pas découvrir de manière, disons, instantanée ou sporadique. Par la suite, quand l'iPad est arrivé, j'ai laissé complètement tomber le toucher. Je me suis dit, bon, mes œuvres vont complètement devenir banales et inintéressantes. Ça va devenir une activité normale comme respirer. Je disais, ah oui, respirer, pourquoi pas travailler avec le souffle. Et là, j'ai commencé à travailler sur des projets où je voulais amplifier l'intimité corporelle du spectateur par le souffle, mais lui donner une dimension monumentale, c'est-à-dire à travers un souffle qu'on pouvait transmettre de notre téléphone, qui est un objet individuel intime, contrôler des écrans monumentaux, des écrans publics qui ne laissent pas beaucoup la chance d'interagir avec eux, c'est pour la publicité en général. Et donc, c'est de transformer la respiration en tempête, lui donner la vélocité, la puissance d'une tempête. Donc, on l'a fait, disons, à portée de souffle, qui était justement qui nous permettait de souffler une bulle partagée par deux personnes qui respiraient ensemble dans une bulle de gomme, nous donner la force de l'animer, mais cette bulle-là fait peut-être 30 pieds de large. Donc, notre souffle est complètement amplifié à l'échelle du bâtiment, de l'architecture, même de la ville. Il y avait quelque chose d'intéressant, ça nous donnait une impression, je voyais dans les yeux des gens, l'impression de puissance. C'est-à-dire, je contrôle quelque chose de 10 fois, 100 fois plus grand que moi. Aussi avec Brainstorm, qui était animer le vocabulaire de Derrida à l'image du fameux poème de Mallarmé, du coup de dé. C'est-à-dire comment, parce que le coup de dé, c'est une tempête. C'est une tempête dans l'esprit, c'est une tempête dans la réalité. C'est un poème qui parle, qui prend la forme d'une tempête de mots, qui parle de la tempête, de la divagation, mais aussi qui parle de la tempête d'un simple bateau, qui mélange tous ces aspects-là. Et donc, moi, je me suis amusé avec le souffle à faire une tempête de mots avec les mots qu'utilise Derrida. Par exemple, construction, destruction pour déconstruction, oblique, liquide pour obliquide. Et là, les mots se mélangeaient et se fusionnaient à la Derrida et explosaient après un certain moment. Donc, ça se défaisait. Il y avait une forme de syntaxe dynamique et non pas une syntaxe littéraire comme telle. C'est le mouvement qui créait le sens et non pas l'alignement des mots sur une page. Et ça a continué. Là, on est Tourmente, vous pouvez voir, qui est dans la même lignée. Et là, Tourmente, c'est un projet qui, justement, qui utilise la bourrasse, mais carrément parce que les gens qui ont participé ont reçu une bourrasse de 200 km dans le visage. Donc, votre souffle va avoir la vélocité d'une bourrasse de 200 km. C'est l'équivalent de tomber en parachute. Et ce souffle-là est amplifié, un impact sur l'attitude des personnes qu'on voit. Donc, on les voit d'abord dans un état de détresse. Leur corps a été soumis à un choc. On les voit, on se dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Et quand on téléphone, on nous invite à téléphone et on nous invite à souffler, et qu'on a l'impact qu'on voit, bien, on comprend que c'est nous qui sommes, notre souffle est à la source de leur traumatisme, de leur détresse. Et le projet est fait un peu où c'est pas être dans l'espace public parce que ces gens-là ont l'air ordinaire, puis ils pourraient avoir l'air même des gens itinérants, et c'est des gens qu'on rencontre par hasard dans la ville, comme on rencontre des gens en détresse dans la ville, et on a appris à ne pas s'en occuper, à passer tout droit, à leur dire « Désolé, je n'ai pas d'argent », ou on ne veut même pas les écouter, on reconnaît leurs phrases, puis on essaie de trouver une façon de s'en libérer. Je me suis dit, bon, ça serait intéressant de ramener cette idée de rencontre fortuite dans la rue avec des gens qui ont l'air en détresse et nous amener à interagir. Parce que ça a été pensé pour l'écran du pavillon design de l'UQAM pour deux raisons. Pour répondre à la politique éditoriale du quartier des spectacles qui demande des projets festifs et ludiques, et pour aller à l'encontre d'une position politique de l'UQAM qui me répugnait un peu. C'est à l'époque, en 2014, un des nos vice-recteurs déplorait le fait qu'on ait un centre d'injection supervisé au coin de la rue et ça apportait des gens indésirables à l'université. Donc, Cactus était à côté du centre de design. Je me suis dit, bon, ça serait intéressant, justement. Ça m'avait influencé à l'époque. Je me disais, mais ces gens-là,
l'UQAM n'a pas plus le droit d'être au centre-ville qu'eux. Je veux dire, pourquoi l'UQAM déciderait que... c'est vrai qu'on le vit à tous les jours, il y a quand même un impact. Je veux dire, c'est pas toujours rigolo, mais de quel droit l'UQAM pourrait demander, forcer à ce que la détresse humaine soit envoyée quelque part ailleurs pour que ça nuise à quelqu'un d'autre, finalement, parce qu'on déplace le problème, on ne le réglera pas du tout. Un peu comme le quartier des spectacles se vantait que depuis qu'il était là, il y avait moins d'itinérance dans le quartier, que la lumière repoussait la détresse humaine, les problèmes humains plus loin. Donc, je trouvais ça intéressant d'aborder justement cette question-là. C'est sûr que quand on voit tout le monde, on ne pense pas à tous ces aspects-là, mais c'est quelque chose qui m'avait influencé dans mon choix de faire ce projet-là. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai peut-être dépassé mon 15 minutes. C'est intéressant. C'est très intéressant.